Salutations à tous et à toutes. C'est un privilège de vous recevoir, cher Gaëlle Octavia. D'abord parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, comme personnalité simple, précise, avec une manière de dire, de faire, qui est toujours marquée du sceau de la douceur. Donc c'est une lauréate aussi du prix Goncourt de la Nouvelle que vous avez obtenu en mai dernier à partir d'un beau texte, de plusieurs textes, L'étrangeté de Mathilde T, oui, qui a donc été couronné. Ça doit être impressionnant pour quelqu'un qui a publié précédemment un roman sur Madeleine, la bonne histoire de Madeleine de Démétrius chez Gallimard. Et ce recueil de nouvelles, comment est-il venu à votre esprit et l'idée d'écrire des nouvelles, vous qui êtes presque essentiellement, disons, depuis un certain nombre d'années, plutôt une dramaturge. D'où est venue l'idée de ce livre? Alors, j'écris des nouvelles depuis très longtemps. Et j'ai écrit des nouvelles avant d'écrire du théâtre. Donc, j'ai été, on peut dire, connue ou reconnue comme dramaturge avant de l'être pour mes romans et mes nouvelles, mais j'écrivais des romans et des nouvelles avant d'écrire du théâtre. J'écris de la poésie aussi. Donc je suis assez touche-à-tout en littérature parce que tout m'intéresse et que toutes les formes de la littérature, pour moi tout ça c'est de la littérature en fait. Je ne sépare pas tellement dans mon esprit toutes ces formes. Ce sont des envies d'écriture et qui m'offrent finalement un cadre d'exploration qui est différent à chaque fois. Mais il s'agit à chaque fois de faire de la littérature, de faire un texte qui exprime ce que j'ai envie d'exprimer, qui est la forme. C'est toujours une quête de la forme, une recherche. Et voilà, donc cette recherche, elle va se glisser dans un cadre ou un autre. Mais pour moi, c'est toujours un petit peu la même démarche. Et alors je sais que dans l'écriture du théâtre, les choses peuvent se faire très différemment. Il y a de plus en plus de l'écriture qui part des acteurs, qui part du plateau. Moi, je garde une écriture assez, presque ancienne, une manière assez ancienne d'écrire du théâtre, c'est-à-dire que j'écris quand même d'abord un texte qui après, donc que j'écris en toute indépendance et sans savoir qui va le jouer, s'il sera joué d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Et après, ce texte peut être pris en main par un metteur en scène, puis par des acteurs et devenir un spectacle. Mais c'est d'abord pour moi un texte littéraire avant tout. Donc je ne sépare pas forcément tous ces genres littéraires comme si c'était des exercices totalement différents ou des univers totalement différents. Alors les nouvelles de ce recueil, elles ont été écrites à des moments différents. Je n'ai pas décidé de les écrire pour faire un recueil de nouvelles. Il se trouve que j'écris des nouvelles depuis très longtemps, j'en ai beaucoup. Et en discutant en discutant avec Jean-Noël Schifano, donc l'éditeur et directeur de la collection Continent Noir de Gallimard, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de ces nouvelles avaient un point commun, avaient un fil rouge. L'étrangeté. Voilà, cette étrangeté. Et j'ai dit à Jean-Noël, peut-être qu'il serait pertinent de les regrouper dans un recueil. Parce qu'il ne s'agit certainement pas, évidemment, de faire un recueil fourre-tout qui rassemble des textes n'ayant rien à faire les uns avec les autres. Donc c'était vraiment l'idée de rassembler ces textes parce qu'ils avaient une cohérence, parce qu'ils dialoguent en fait les uns avec les autres, parce qu'ils ont ce point commun. Et effectivement, on les a rassemblés et on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Très bien. Moi, j'ai eu ce livre dans les mains, je l'ai lu, et je me posais une question. L'ami dont il est question dans la première nouvelle, la nouvelle éponyme, L'étrangeté de Mathilde, donc Mathilde T. Mathilde T, cette fameuse Mathilde T. Cette fameuse Mathilde, vous l'avez vraiment eue comme condisciple? Alors, elle est inspirée d'une condisciple que j'ai eue, évidemment.
tout cela est très romancé, donc Mm. toute cette histoire est fausse, évidemment. Oh Cette là. histoire est inventée. Mais je me suis inspirée, en tout cas, l'apparence physique de Mathilde T et un certain nombre de ses traits psychologiques sont empruntés à une condisciple que j'ai vraiment eue quand je faisais ma maths sup à Paris en 95. Ouais. Petit coup de théâtre, c'est que ça finit au Palais des Papes, Ouais. donc au théâtre. Ça finit au théâtre. Alors la personne qui a inspiré ce personnage n'a jamais fait de théâtre. Théâtre, Ça oui. non, là c'est la fiction qui reprend le dessus. Dessus. Mhm. Et parce que je suis effectivement dramaturge et que ça m'amusait d'imaginer que ce personnage finisse voilà, Donc dans cette un histoire théâtre. qui commence à Paris Voilà. s'achève À Avignon. à Avignon. Oui. Alors, vous nous mettez sur le pont des récits, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont multiples et les genres sont convoqués juste pour parler de littérature, dans tous ces départements et presque dans tous ces états. Oui. Et l'état de l'être humain, vous le convoquez ici aussi, vous analysez le vieillissement, que vous appelez la dégradation. Oui, Et- j'en parle dans 2 nouvelles, cette idée du vieillissement, au moins 2, peut-être Oui. plus. Mais pourquoi alors? Parce que l'époque célèbre la vigueur, ou alors que le troisième âge pose des problèmes sociaux ou, Alors, en tout cas, dans le monde occidental Mm. européen dans lequel je vis, Mhm. effectivement, le fait de prendre de l'âge n'est absolument pas valorisé. Et c'est encore pire pour les femmes. Il y a vraiment un agisme et une espèce de course à la jeunesse qui est évidemment perdue d'avance et qui est absurde parce que nous sommes tous destinés à vieillir et c'est une bonne nouvelle de vieillir. Hein. Si on vieillit, c'est qu'on n'est pas mort avant. Donc, Et qu'on a accumulé de l'expérience. et qu'on a accumulé de l'expérience. Et c'est vrai que je suis peinée souvent de voir, notamment chez les femmes, cette adhésion chez les femmes elles-mêmes, en fait, à l'idée que vieillir serait déchoir. Donc, dans ce recueil, je mets en scène des femmes qui sont dans cette angoisse, qui vivent cette angoisse. Mais je suis contre cette idée, personnellement. Bien sûr, vous l'avez. Et d'ailleurs, il y a aussi des personnages qui justement, notamment le personnage principal de la nouvelle qui s'appelle l'Irradiant, est une femme qui est surprise par sa propre séduction. C'est une femme qui est veuve, qui pense qu'elle a un âge où elle ne peut plus séduire. Elle a complètement abandonné cette idée de séduire. Et sa propre séduction, d'une certaine façon, lui tombe dessus, puisqu'il y a cet homme qui est un peu plus jeune qu'elle. L'irradiant, ça c'est vraiment... Cet homme irradiant, qui tient absolument à la séduire, qui est séduit par elle. Et cette femme, je pense que justement, cette espèce de mythologie jeuniste de l'époque lui a fait oublier qu'elle était évidemment tout à fait désirable. Et elle est bouleversée finalement par ça. Et puis, oui, cette idée de l'âge est abordée. Il y a aussi dans la nouvelle Le Ladja des rieuses mélancoliques, cette femme qui vit ce que malheureusement vivent beaucoup de femmes de la cinquantaine, c'est-à-dire le mari qui s'en va avec une plus jeune. Et donc c'est plutôt une femme qui est en reconstruction. Parce que vieillir, c'est aussi intéressant parce qu'on a justement accumulé suffisamment d'expérience et de force pour compter sur soi-même. Donc, c'est une femme qui vit ce moment douloureux, cet abandon, et en même temps qui se redresse, qui se relève. Donc, vieillir, ce n'est pas subir, ce n'est même pas survivre, c'est vivre différemment ou vivre sa vie. Oui, c'est vivre avant tout, et en étant de plus en plus riche intérieurement, a priori. Voilà. Et votre œuvre, si on pouvait la résumer par un aspect qui vous paraît fondamental, quel serait-il? Nous avons parlé de l'étrangeté pour cette œuvre précise, mais dans le cadre de votre composition à la fois romanesque, fictionnelle, donc dans sa totalité, le roman, la poésie, etc., quel serait l'axe principal?
Alors, je ne sais pas si je peux définir vraiment un axe principal, mais il est évident que tous mes textes, qu'ils soient de théâtre, de poésie ou de romans, sont très inspirés par la société martiniquaise en réalité, même quand ils ne se situent pas, même quand l'histoire ne se situe pas en Martinique, ce qui est le cas de plusieurs de mes textes. Je n'écris pas exclusivement des histoires qui se passent en Martinique. Je pense que mon écriture est finalement le résultat d'observations qui sont les miennes depuis l'enfance. J'ai été une enfant très timide, très introvertie, qui était donc beaucoup plus dans l'observation depuis sa petite cachette que dans les interactions. Et donc j'ai énormément observé la société martiniquaise. Je pense que je me suis posé des questions sur les familles, sur la manière dont les gens se comportaient les uns avec les autres, sur les rapports hommes-femmes, sur les rapports entre les femmes, ce qui est un axe qui m'intéresse beaucoup. Comment les femmes se comportent entre elles, que ce soit les mères avec les filles, les épouses avec les maîtresses de leur mari, les amies entre elles. Il y a toujours une histoire d'amitié féminine dans mes textes, enfin souvent. Tous ces comportements, je les observe depuis l'enfance. Les rapports du colorisme aussi, c'est-à-dire les rapports raciaux. La question chromatique, elle revient aussi entre les chabins, les métis, la variété multiple qui cache aussi des statuts sociaux différents. Tout à fait, cette espèce d'entremêlement du racial et du social en Martinique, qui est quelque chose de très fort. Moi, tout ça, ça me pose question depuis l'enfance et je pense que je n'en ai pas fini avec ces questionnements et avec cette envie de décortiquer tout ça, de déconstruire tout ça, de montrer aussi tout ça, de le dire, de mettre des mots dessus. Alors, vous avez beaucoup voyagé de par le monde, en Asie, en Afrique, le Maghreb, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, où nous sommes, mais aussi l'Afrique équatoriale, subsaharienne, comme on dit, le Congo, pour ne pas le nommer. En avez-vous tiré quelques éléments qui pourraient intéresser l'écrivaine? Je n'ai pas séjourné dans tous ces pays. J'y ai toujours fait des séjours très courts, voilà, une semaine, quelques jours. Donc, ce ne sont pas des sociétés où j'ai eu la chance de vivre. Donc, ce sont plutôt des expériences qui ont fait écho avec ce que j'étais moi. Je suis toujours, puisque je suis donc martiniquaise, je suis issue de toutes sortes de croisements finalement. En tout cas, mon île a été irriguée de toutes sortes de peuples qui sont venus s'y installer de gré ou de force. Et tout ça résonne partout où je vais. D'abord, les gens se demandent toujours d'où je viens, m'attribuent parfois une provenance très précise qui n'est absolument pas la mienne. Donc, tous ces voyages ont été des moments aussi où, d'abord, il y avait une mise en relation qui, pour moi, est toujours intéressante. Tout simplement entrer en relation avec l'autre, pour moi, c'est toujours passionnant. Et comment cette relation, comment le regard que l'autre porte sur moi résonne avec une petite partie de ce que je suis, comment les malentendus qui peuvent exister dans la perception que les gens ont de moi peuvent m'inspirer. Oui, vous les questionnez d'ailleurs dans L'étrangeté de Mathilde T, ces questions. Mais si vous aviez, vous, à informer celui qui ne vous connaît pas, qui vous aborde de la culture que vous avez tirée de votre Martinique, si vous aviez par exemple un proverbe à lui donner issu de votre île, quel serait-il ? Les proverbes qui me viennent le plus souvent en tête sont plutôt des proverbes assez universels, c'est-à-dire qui portent, qui ne sont pas forcément typiques de la Martinique, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose qui est valable pour tout le monde. Moi, j'aime beaucoup le proverbe, par exemple, c'est « grain de riz à plein sac ». Ça veut dire c'est avec les grains de riz que l'on fait des sacs. Donc, ça veut dire que ce sont les petites choses, les petits gestes, les petits actes qui, cumulés, finissent par faire des grandes choses. Moi, j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup un autre proverbe qui dit aussi « c'est en l'en-main qu'à la vélote ». Vous lavez les mains, chaque main lave l'autre. Donc, c'est la coopération. C'est la coopération. L'éloge à la coopération. C'est un éloge à la coopération qui part d'une observation. J'aime bien cette idée de partir d'une observation toute bête d'un geste de tous les jours pour dire mais oui, en fait, sans coopération, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a
pléthore de proverbes. Eh bien, merci pour ces éléments que vous soumettez à notre réflexion et aussi aux lecteurs qui vont aborder votre œuvre en partant de points précis et ouverts à la fois à l'universel, mais tirés de votre île natale. Merci d'être venu à notre antenne pour parler de vous. Et dernière question, qu'est-ce que ça fait d'être un Goncourt? C'est une reconnaissance, ça fait toujours plaisir, ça apporte un petit supplément peut-être de légitimité dans le monde littéraire français. Après, ça ne change pas le rapport au texte, c'est-à-dire qu'à chaque texte, on repart de zéro, on repart avec les mêmes doutes. On ne se dit pas qu'on est un meilleur écrivain ou une meilleure écrivaine parce qu'on a eu un prix littéraire, fût-il le Goncourt. Il faut garder une certaine humilité. Enfin, on est obligé parce que le texte nous place tout de suite face à sa complexité. Et donc, on est un peu forcé à l'humilité malgré tout. Salutations à la Martinique, que vous allez retrouver bientôt, j'espère. Tout à fait. Et de nombreux lecteurs de par le monde. Merci beaucoup.